Il y a tout au programme de ce dernier back-check de l'année 2020. D'abord des invités qui n'en veulent, avec Antoine Desclous, avec Marc Leuenberger, avec la veste inimitable de Stéphane Rochette, bien sûr. Mais en plus, ça a été distribution de cadeaux, peut-être des buts cadeaux. On va y revenir d'ici quelques instants. En tout cas, des éclairs de génie, parfois des gros ratés aussi des gardiens. Il y a eu du suspense, il y a eu des émotions. Bref, un cocktail gagnant pour passer une soirée quasiment de pré-Noël réussie, mais surtout une soirée qui va faire couler beaucoup d'encre. On en parle énormément de cette réussite de Kylian Mottet, le 2-0 de Fribourg-Gotteron, que les arbitres ont validé après l'avoir pourtant, dans un premier temps, annulé sur la glace. Regardez ce kick et on en parlera d'ici quelques instants. Messieurs, je le sens, vous trépignez, vous êtes dans les starting blocks, là, vous êtes là, comme ça. Stéphane, il y a tout un peuple lausannois qui attend pour savoir si but il y avait selon toi ou pas. Le peuple fribourgeois aussi, d'ailleurs, de toute façon. Mais enfin, bon, au moins, la victoire est actée. On va y revenir d'ici quelques instants, messieurs, mais avant cela, suspense. On va faire notre tour d'horizon des différentes patinoires et on va commencer avec la rencontre entre Rapperswil et Davos. On sait que Rapperswil, c'est une équipe qui convient plutôt bien aux Davosiens, qui à chaque fois se sont imposés cette saison. Et ça a continué d'être le cas, même si ça a été un peu laborieux. Et ça a été le cas de nombreuses reprises sur les patinoires helvétiques ce soir, puisqu'une équipe a souvent mené 2-0, s'est fait ensuite rejoindre au score. Ça a été le cas de Rapperswil, qui va ouvrir le score à 5-4. C'est Rowe qui va marquer ce premier but de la rencontre. Regardez, on joue depuis 4 minutes à peine. Et il va de son petit but, il va faire le petit tour. Antoine, facile. Un peu trop laisser jouer, même si on a un homme de moins sur la glace du côté de Davos. Oui, non, mais là, comment on est gardien. On voit, ouais, mais bien entendu, je ne vais pas tirer à boulet rouge sur le gardien, mais c'est son but. Regardez, vas-y. Oh! C'est bien joué du joueur, c'est compliqué, mais il me semble pour un gardien, il y a plus compliqué à arrêter quand même. Vukovic qui va marquer à la 6e minute de jeu, c'est déjà 2-0, marque pour Rapperswil. Ça, c'est une entame de match, on va dire, parfaite finalement de Saint-Gallois. Oui, ben, vous ne pouvez pas espérer mieux. Mais voilà, hein, donc ils prennent leur chance. Là, il y a, à mon avis, ce n'est pas un tir inarrêtable. Le gardien, quelque part... Je ne sais pas ce qu'il fait. Ben, il est sur les mauvais quarts. Oui, mauvais quart, il s'encoupe dans une il est un peu sur les quarts arrière. Et Antoine, on a entendu quoi? Ting, 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 poteau. Voilà, et c'est goal. Poteau, goal. Bah ouais, c'est 2-0, n'empêche pour Rapperswil après 20 minutes de jeu. On se dit que les Saint-Gallois vont glisser sur le chemin de la victoire, mais pas du tout. Grosse réaction de la part de Davos en deuxième période, mais réaction surtout parce que alors là, ça va être un condensé d'erreurs, on va dire saint-galloises, qui finalement vont remettre un petit peu Davos dans le match, quoi. C'est exactement ça. Ces erreurs-là, ben voilà, on les paye cash. Et régulièrement, hein, donc Rapi, ils jouent tous au hockey, ils jouent simple, ils essayent de se donner de la peine, mais là, ils font des erreurs de la sorte et l'adversaire, ben, c'est ce qui fait la fin de la saison, c'est ce qui fait la différence entre une équipe qui finit dans le top 6 puis une équipe qui finit dans c'est des détails qui se cumulent font que tu ne gagnes pas des matchs. Lundi à Lausanne, ils étaient proches, mais ça n'a pas suffi. Ce soir, ils sont proches, puis ça n'a pas encore suffi. Donc, au bout d'un moment, c'est parce qu'il ne faut pas tout juste regarder encore une fois. Voilà. On a vu Paloucha et puis là, c'est Marc Vizère qui va marquer. J'aurais presque tendance à dire, là, Rapi n'a jamais été aussi proche maintenant d'être dans la Ligue, hein, pas dernier. On est reconnaissant, moi le premier, qui garde le même entraîneur. Ils font un super boulot. En début de saison, ils n'ont pas fait toutes ces erreurs-là. Puis, paradoxalement, je crois qu'ils sont en confiance. C'est là qu'ils font le plus d'erreurs. Alors, ils perdent vraiment des pucks bêtement qu'ils ne faisaient pas en début de saison. Puis, il me dit peut-être parce que aujourd'hui, ils se disent « Ah, on est enfin une équipe de cette ligue. » Parce qu'ils nous étonnent. Hein. On aime bien ce qu'ils font. Alors, on a vu Marc Vizère égaliser. Puis, c'est Frenner qui va marquer. Le troisième, c'est Bader qui est au but du côté de Rapperswil. Regardez, il n'y a aucun danger là au départ de l'action. Puis là, il est pour le gardien, là, Steph. Là.
Oui, le gardien qui se fait battre 2 fois en breakaway. Donc, il n'est pas supposé l'arrêter, mais s'il en arrête une de temps en temps en breakaway, ça donne une chance à l'équipe. Et puis là, c'est un tir du slot. Évidemment, encore une 3e fois, tu ne peux pas dire c'est pas de sa faute. Mais la différence entre un très bon gardien et un gardien ordinaire, c'est ces arrêts-là. Il t'en fait une de temps en temps. Ça te garde dans le match. On a vu Berra ce soir en faire plusieurs. Mais c'est ça la différence entre un gros gardien et un gardien moyen. Bon, Antoine, c'est la soirée des buts, pas du patin, mais aussi quoi, de la hanche, du mollet. Cuissette, du mollet. Enfin, toujours est-il qu'avec mes connaissances d'arbitrage, pour moi, j'étais sûr que c'était but. On en reviendra sur d'autres choses. Mais bon, voilà, vidéo, ils essayent. C'est bon, là. Hein, donc... Ce soir, il y a eu du home cinéma pas mal. Hein? Parce que franchement, sérieusement, et pourtant, moi, je serais assez pour abonner les arbitres à Netflix. Comme ça, pas faire de la pub, mais une chaîne où il y a des séries. C'est trop tard, Steph. Je ne veux pas faire de la pub, il ne faut pas donner de nom. Les rassasiés de cinéma, parce que... Qu'ils aillent à la vidéo, je le comprends, parce qu'en NHL, ils vont moins souvent à la vidéo parce qu'il y a des actions qui sont revues systématiquement par les gens en haut puis les gens en studio. Puis à l'arrêt de jeu suivant, ils envoient un message à l'arbitre en disant « OK, c'est bon, on a contrôlé, tu n'as pas besoin d'aller voir. » Ici, il n'y a personne qui fait ça, sauf eux. Donc, eux, ils vont voir une fois de trop plutôt qu'une fois de pas assez. Et ce qui me dérange un peu, qui commence à m'amuser, et je comprends les gens qui me disaient ça à l'époque, c'est que là, des fois, on fait long. Parce que cette situation-là, elle est assez évidente, là. Tu le vois une fois, tu dis « goal ». Ça confirme ce que tu as vu sur la glace. Goal. Ils sont restés 3-4 minutes à tergiverser pour faire monter le suspense peut-être ou pour vendre des pubs à la télé, mais je ne sais rien. Mais... On ne peut pas comparer avec l'outil d'il y a 2 ans ou même de l'année passée avec ce qu'ils ont maintenant sous la main pour regarder. Non. Là, ils peuvent choisir. Ce que vous voyez souvent, on vous envoie à l'écran, c'est ce qu'ils ont. Ils peuvent faire des zooms, etc. Ils ont tous les outils. Il ne faut pas que ça devienne un jouet non plus. 3 partout, en tout cas, Rapperswil qui s'accroche dans cette partie, puis finalement Davos qui va passer l'épaule en fin de match en marquant le 4-3, signé Sven Ljung qui va marquer ce but sur un assist d'Herzog et d'Ambul. Herzog, Ambul, voilà, c'est les hommes en forme, on va dire, en tout cas, qui permettent à Davos de sortir la tête de l'eau. Marc Davos qui va même marquer avec le 5-3 dans la cage vide. Cette victoire-là, elle va faire du bien quand même à Davos. Elle va faire du bien parce qu'ils font des bons matchs, ils mènent, ils perdent, tout à coup ils font un gros score et après tout à coup ils ramassent aussi quelques buts et ça devient compliqué. Donc ça, c'est difficile pour la confiance. S'ils peuvent trouver une certaine régularité, ça va leur faire du bien. Il encaisse beaucoup de buts quand même, Davos. Beaucoup plus que l'année passée. Non, c'est l'équipe qui en encaisse le plus dans la Ligue. Quasiment 4 par match, même plus que 4 par match. Lundi, le match qu'ils perdent contre Bienne, ils ont été horribles défensivement. Ils se font rejoindre. Il y avait le match en main. Donc, ils ont bénéficié d'une décision favorable, à mon avis. Il y a un but de Davos qui aurait dû être refusé pour une obstruction sur le gardien, de la canne du gardien. Les arbitres l'ont accordé. Ça fait partie de mes questions sans réponse, parce que j'en ai pas mal. J'ai passé une partie de l'après-midi au téléphone pour trouver des réponses au but qui a été accordé à Davos, qui aurait dû être refusé, à mon avis, au but qui était refusé à Lausanne à cause d'une obstruction supposée du don. Je n'ai toujours pas compris, puis les explications sont confuses. Mais voilà. Mais tout est toujours est-il, pour revenir à Davos, qu'ils ont perdu ce match-là. Et Bienne, ils ont donné ça sur un plateau à Bienne, qui en a profité. Bienne est sur une lancée aussi. Les trucs vont bien pour eux. Lugano-Ambry, messieurs, deuxième rencontre qu'on va passer au crible ce soir, le derby tessinois. Là aussi, ça a été serré du côté du Tessin. On va voir cette ouverture du score marquée par Wolf. Wolf, c'est déjà son 3e but quand même de la saison. C'est un nom qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre, franchement, messieurs, au tableau des buteurs. Mais c'est bien lui qui va marquer, qui plus est, dans un derby, avec ce puck qui va y revenir et qui va finalement échapper au portier Léventin. C'était pas la fête des gardiens, quand même, finalement, Antoine, ce soir. Non, mais là... C'est Tchatcho, il ne sait pas où elle peut. Mais il y a du monde, il y a du monde, on sait qu'il n'aurait pas besoin d'un spectateur pour voir que c'est un derby ici. Ils s'en veulent un petit peu, et puis là, le puck lui revient. C'est un peu compliqué pour lui. Et assez des fois, on peut incriminer un gardien sur un but que là pas. Il travaille autour de la cage. Il referme les jambières, puis finalement, il la pousse au fond, quoi.
C'est le classique du cinéma, comme on dit, hein, quand tu sais plus où est le puck en général. C'est comme ça que ça se termine. On va voir la réaction d'Ambry, et ça a été un deuxième tir aussi, c'est passé beaucoup de choses. Regardez, c'est Flynn qui va égaliser, on est à 5 contre 4. Il va mettre le puck à la cage, mais c'est bien un joueur de Lugano, Marc. En tout cas, sur le ralenti vidéo, on a vu ça, qui va dévier le puck. Oui, on pense d'abord que, sur l'image de derrière, on pense que c'est le joueur d'Ambry, mais on voit bien que c'est le Luganais qui dévie le puck. Voilà, maintenant. Et là, le dernier, voilà, c'est le 72 qui dévie le puck hors portée du gardien. C'est 72, il a joué à NHL, lui. Hein? Timide. Timide, il n'est pas très timide, mais honnêtement, pourquoi mettre sa canne pour essayer de choper un puck au vol? C'est la base. Parce qu'il veut marquer. Surtout contre son camp. Surtout contre son camp, oui, justement. 25e minute de jeu. Ah, ça allait pour Antoine, c'est là, on a entendu le bruit aussi. Le bruit, là. Piccolo Fazzini, 2-1. Ping! C'est un habitué du bruit. Oui. Ouais, là, c'est... Mais top c'est un- shot, là, super. c'est un sacré on shoot. peut laisser, hein. Ah, Il est à sa position. Top shot. Il appelle ce puck. Il le veut le puck, il sait pourquoi il le veut. On n'a pas fini ralenti. C'est dommage. Allez, Le Foll qui va être blessé juste sur l'action et qui va revenir au jeu. Le jeu qui va aller se poursuivre. Puis c'est un petit peu dans la confusion que Zwerger va aller marquer finalement le 2-2. On a vu la canne. On va aller voir si ce puck a franchi la ligne. Stéphane, en tout cas, il touche bien la deuxième ligne. Non, il traverse D'accord. quasiment même la deuxième ligne. C'est même pas proche, là. Il y a plusieurs centimètres. Il est allé contrôler, évidemment. Mais ça, typiquement, ça, c'est le genre de situation où on a pris du temps pour aller. En Amérique, ça n'arrive pas, parce qu'il y a quelqu'un en haut déjà, sur la galerie de presse, qui regarde. Aucune discussion possible, c'est bon. Le gars, l'arbitre va annoncer que le buteur selon lui, mais de toute façon, les buts, les passes sont revus par quelqu'un qui est aussi ça. Donc, il n'y a pas les corrections. Avant de l'annoncer, la contrôle a été fait. Et puis, on a contrôlé le but. Donc, les arbitres ont juste à dire OK, oui. Donc, ils ont l'air bien plus intelligents comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui nettoie le terrain pour eux. Puis eux, ils ne jugent que les obstructions sur les gardiens. Ils revoient les 5 matchs plus les 2+2, les situations pénalités. Mais le reste, c'est revu systématiquement par des gens, donc on sauve beaucoup de temps. Oui, mais si on fait tout Si on n'a pas les moyens. on va les faire trop intelligents aussi à la fin. Oui, c'est ça, c'est trop facile après. Il faut qu'ils méritent leur salaire. Mais on peut, effectivement, les gens râlent, ils prennent trop de temps, etc. Oui, mais il faut les comprendre. Dans le doute, ils vont voir, puis ils doivent aller, puis là, évidemment, il y a le masque, il y a la visière, puis il y a ci, puis il y a ça, puis c'est pas très pratique. Il faut qu'il y ait un paquet de détails qui fait que ça allonge le truc. Le paquet de détails ne doit pas nous faire oublier que le match n'était pas encore terminé. Il y avait 2 partout. Donc, après 60 minutes de jeu, on s'est rendu en prolongation. Et c'est là que ton ami timide, Stéphane, a été plus habile du bon côté avec sa crosse. Puisque là, le réflexe, il l'a eu. On va le voir. Hop, dans le slot, solide sur ses patins. Et goal! Et voilà, spécialiste. Et non, mais il y a 2 spécialistes des prolongations. Il y a Arcobello en général qu'on retrouve soit à la finition, soit comme passeur, Marc. C'est son troisième cette année. Il en a marqué un contre Fribourg, un contre Bienne. Bah ouais, c'est ça. Contre Bienne cette semaine, c'est son 2e de la semaine. c'est le deuxième de cette semaine. Vous oubliez Chervenka quand même aussi, là. Oui, Chervenka est pas mal. aussi, hein. Mais là, Aid, ça fait 3 fois cette oui. année, puis c'est un défenseur. Je me souviens de celui de Fribourg aussi. Donc, voilà, il marque des buts, mais pas seulement des buts, mais des buts importants, les garçons. Il en coûte aussi un petit peu, sans vouloir. Beaucoup moins timide en prolongation. Mais c'était timide aussi qui avait lancé le puck. Je ne me rappelle plus si c'était lui exactement. Devant le but tout à l'heure? Ouais. Alors oui, non mais tout à l'heure sur ce match-là aussi, mais il me semble qu'on avait vu un autre match. Oui, un autre match il y a eu déjà, mais c'était pas lui. Je crois pas. Talot. Ah, la Talo, exactement. Absolument. Et franchement, C'est pas des bons défenseurs, c'est pour Non, ça. c'est ça. Les gars, ils n'ont rien compris. c'est exactement ça. Allez Ils messieurs, font chaud, moi. vous êtes prêts? Vous On êtes est en prêts. forme? Vous êtes chaud? On y va. Allez, on va passer à un des gros morceaux de la soirée. On va attaquer le Fribourg-Lausanne. On se réjouissait évidemment de ce match. Vous l'avez peut-être suivi en direct et vous attendez avec impatience de connaître finalement, notamment l'avis de Stéphane et l'avis de nos invités sur le plateau. Par rapport au 2e but de Motem, avant ça, il s'est passé beaucoup de choses. Pourquoi? Tout d'abord, une cérémonie pour fêter Julien Sprunger, qui est désormais le meilleur pointeur de Fribourg-Gotteron, avec 652 points. La légende se poursuit finalement, Antoine. Ah ouais, non, mais je veux dire, il y a la longévité de rester dans le même club autant de points. Il a quand même été pas mal blessé. Je veux dire, il n'y a pas... Honnêtement, quand on parle de clubiste, il n'y a pas de plus belle image que ça. Tout sport d'équipe confondu, club confondu, c'est juste magnifique quand on a ça comme image. C'est un beau porte-parole, beau porte-drapeau pour le hockey suisse, respectivement fribourgeois.
Et puis, franchement, Marc, on pensait qu'il allait un jour avoir ce record. On se rappelait, alors on connaissait ses capacités, on sait que c'est un buteur, voilà, etc. Mais de là à finir meilleur pointeur, hein, je veux dire, encore en activité, etc., il peut encore augmenter un petit peu son quota, etc. Il va encore l'augmenter, mais c'est vrai qu'à l'époque, Andrei Slava faisait des moyennes de 2 à 3 points par match. Il y avait moins de matchs. Il y avait moins de matchs, mais ça finissait quand même à quoi, 90 points facile la saison, quelque chose. Oui, 90 points la saison, il finissait, c'était régulièrement par là. Maintenant, il y a plus de matchs. Il y a également les playoffs sont aussi plus longs. Hein, donc avant, c'était des best of 5. Maintenant, best of 7. Tu as quelques matchs de plus. Donc, en fin de compte, arrivant à 72 matchs avec playoffs y compris, et avant, on était à 36 plus les 15. Donc, on arrive à 50. Donc, saison par saison, chaque saison, ben voilà, il y a une douzaine de matchs de plus et il a toujours été présent. Malgré ses blessures, malgré ses commotions, et il est revenu, puis voilà. En tout cas, on ne se posera jamais la question à la fin de sa carrière si on doit retirer le maillot ou pas de ce jeune homme du côté de Fribourg-Gotteron. Ça semble un peu évident. Alors, on a parlé de Julien Sprunger, on va parler de tenue vestimentaire parce que Stéphane, bien sûr, nous éblouit depuis le début de la soirée. Mais tu as de la concurrence, Steph, au niveau du coach staff de Fribourg-Gotteron. Christian Dubé, coutumier du fait aussi, hein, comme Pavel Rosa, on le voit, les deux là. Ça pique un peu les yeux, mais franchement, vous ne trouvez pas que ça fait un peu maillot de Zouk quand ils ont été champions? Vous vous rappelez le maillot rose, jaune. Ouais, je sais pas, c'était Benetton le maillot un peu. Tiens, moi aussi, tac, de francs dans le Nourin, ça c'est pour toi, Steph. Non, un petit mot quand même. Ils te battent au niveau de la veste? Ah, clair, parce que moi, j'ai pas le pantalon. J'ai le boxer, mais j'ai pas le pantalon. Donc voilà, eux, je pense qu'ils n'ont pas le boxer. On ne sait pas, je pourrais vérifier, mais c'est vrai que deux, ils ont été encore plus loin. Ils ont mis le pantalon, donc pour l'année prochaine, c'est le défi qu'on doit se lancer. Oui, mais là, il pourrait, deuxième week-end de septembre l'année prochaine, en Breton, quand même, pour coacher. Là. Ouais, c'est pas faux, ouais. Alors, je le rappellerai. Et c'est la première fois en Suisse que des entraîneurs, on a vu ça en Amérique, on a vu ça en Suède, dans d'autres pays, c'est la première fois en Suisse que 2 entraîneurs s'habillent de la tête aux pieds, donc veston et pantalon. Ah ouais, c'est cool. Moi, je trouve ça cool, je trouve ça bien. À Zouk, les entraîneurs, l'année dernière, sauf erreur, avaient des pulls de Noël, un peu comme celui d'Alex, peut-être un peu plus beau quand même, mais... Il les avait, hein, de toute façon. Oui, non, mais je n'ai pas... Voilà, donc, cette année aussi, ils ont des pulls de Noël. Je pense qu'on va le voir tout à l'heure. Ils avaient aussi, les coachs de Zouk, des pulls de Noël dans le genre du tien. Non, mais là, on est en 2020, d'accord, c'est normal, etc. Vous imaginez, je ne sais pas, à votre époque, messieurs, d'avoir l'entraîneur là qui s'habille comme ça, dans le match avant Noël? Franchement, tu vas dire quoi? Tu vas t'aller dire, Paul André, il avait déjà un pull comme ça. Et le pompon, déjà, c'est bon. Surtout, il faisait nettement plus froid dans les patinoires. Moi, je me souviens d'entraîneurs qui avaient le bonnet et des grosses doudounes avec des moufles. Hein, donc, c'est vrai, c'était moins costume, on va dire 3 pièces, etc. Petite salutation à Paul André, évidemment, s'il nous regarde pour le pull mythique qu'il avait, en effet, notamment en tant que coach. Allez, messieurs, on va revenir à cette rencontre. Il n'y a pas eu de but pendant les 20 premières minutes de jeu. Par contre, dans la deuxième période, eh bien, Fribourg va frapper 2 fois. Le premier but à la 25e minute de jeu, c'est à 5 contre 3. Et là, Fribourg n'a pas laissé passer l'occasion. Gunderson assiste de Desharnais et de Kylian Motet. Là, évidemment, c'était l'opportunité, Antoine, à ne pas laisser passer. Quoi. On est d'accord. Stéphane le disait, je mettais une pièce sur Fribourg au début de match. Là, premier tir, il y avait du rythme, ça jouait bien des deux côtés. Très offensif. Et puis là, 5 contre 3, il faut mettre le coche. Hein. Et puis alors, messieurs, attention, c'est parti. On l'a déjà vu comme image du jour. On va le voir et le revoir, évidemment, ce but de Kylian Motet. Le gros travail. Évidemment, avant de Stolberg, et finalement ce puck qui arrive à la cage. Le geste de l'arbitre, on le voit bien. Pour lui, sur la glace, messieurs, il n'y a pas but. On va aller voir ensuite la vidéo. Bon, d'accord, très bien. Et Kylian Motet qui lève le bras. On réclame évidemment du côté des joueurs du Lausanne Hockey Club. On ne voit pas très bien sur ce ralenti-là. C'est ici qu'on va mieux le voir avec ce mouvement du patin. Et là, ce qui nous semblait évident, eh bien, va l'être beaucoup moins, puisque les arbitres de ce soir, Stéphane, qui sont? Monsieur Tcherig et l'Autrichien, je me souviens plus, je me souviens jamais. Nikolic. Comment? Nikolic, un des frères. Ils sont 2 jumeaux, hein, donc c'est comme le frère Simic à l'époque, le papa d'Axel notamment.
Et l'autre qui travaille à Lausanne maintenant comme chef, comme physio. Voilà, ça, c'est la parenthèse arbitre au niveau des noms. Ils sont à la vidéo, ils ont vu quelque chose que nous, on n'avait pas vu. Alors, pour moi, dans ma compréhension du règlement, et Dieu sait que ma compréhension est vacille un petit peu parce que j'ai toujours des obstructions sur les gardiens aussi, pour moi, c'est pas un bon but. Dans ma conception, c'est un kick. Kylian Mottet est retenu par Joris, qui aurait dû avoir une pénalité pour retenir d'ailleurs. Donc, Joris retient la canne de Mottet. Mottet ne peut pas jouer avec sa canne. Le puck est sur son patin, il le sait. Il fait un tir balayé avec son patin. C'est exactement ça qu'il veut faire. Il veut pousser le puck avec son patin dans la canne. Il ne redirige pas la rondelle, il le balaye vers le but. Pour moi, dans ma conception, ça devrait être un but refusé, comme l'arbitre a fait sur la glace. Et j'ai été aux sources. J'ai fait quelques messages, j'ai fait quelques recherches de gens bien placés, très bien placés même, très proches de la situation. Et on m'a dit que dans la nouvelle définition de cette année, un kick, ça devait être encore plus un kick que ça. C'est que ça, c'était un kick, mais c'était pas assez un gros kick. Le gros kick, la définition maintenant pour refuser un but, il faut qu'il y ait un levé, botté, levé. Et là, il n'y a pas de levé, il y a juste un botté. Donc, il manque une partie. Non, mais tu es en train de... Non, mais je vous le dis comme on vous l'a vendu. Ça doit être, je vous le répète, ça doit être un levé, botté, levé. Et là, il manque le levé. Parce que le patin est sur la glace, puis il balaye et il botte. Donc, il manque un bout, donc, bon but. Donc, partez du principe maintenant, partez du principe que c'est toujours des bons buts. Oubliez ce qui a été dit avant. Voilà, voilà, on m'a expliqué. Puis, il y a l'autre comparaison qu'on m'a fait, c'est imaginer que ce geste-là de kick est contre un joueur. Un joueur adverse est sur la glace, vous êtes fâché contre lui, vous lui donnez un coup de pied, vous le bottez. Et si ce mouvement-là de taper l'adversaire sur la glace, il y a un coup de patin, ou OK, c'est grave, si ce mouvement-là n'est pas assez violent pour donner un 5 minutes, alors c'est pas un kick si c'était la rondelle. Vous me suivez? Si le geste est assez violent contre le joueur pour lui donner un 5 minutes, une pénalité de match, si vous remplacez ce joueur-là par un puck, vous devriez refuser le but. C'est la seule... Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis droit avec toi, là. Tu me suis? Je suis rendu à un niveau... Là, si on fait une autre comparaison, donc pour qu'il soit raconté, donc c'est comme si on part d'un tee au golf. Voilà. C'est quasiment un coup de golf, même. Là, comme ça. S'il est seulement poté... Voilà. Si c'est juste un petit pot sur le green, voilà. Pour ceux qui jouent au golf, voilà, c'est comme ça. La question est là. Pour ceux qui étaient avec nous il y a un mois en arrière, je pense, il y avait 2 situations de but où on disait, est-ce qu'il a été... C'est le redirigé. Je t'avais écouté, hein, je t'écoute religieusement, là. Hein. Il fallait donner de l'énergie au puck. Et là, si on donne de l'énergie au puck, tu nous disais que c'était considéré comme annulé. Comme moi, je te crois, au bout d'un moment, d'accord? Mais là, j'étais assez d'accord avec toi. Je le croyais, moi aussi, hein? Là, j'étais assez sûr de mon truc. Donc là, devant l'écran, pour moi, c'était pas goal, on est d'accord. Pour à peu près maintenant, ça change. Donc, si vous voulez qu'on ait du respect pour le corps arbitral, parce que je les aime bien, on est d'accord. Hein, mais non, mais il faudrait vraiment qu'ils nous expliquent une fois. Hein. Bon, les explications, en général, les explications sont générales au début de l'année. Puis au fur et à mesure qu'il y a des cas qui surviennent, des trucs qui arrivent, on reprécise des débuts de l'année. Puis dans le meeting des pros qui a lieu à peu près tous les mercredis, on revoit des trucs. Puis là, il y a des explications qui viennent. Tout à coup, le chef ou les gens ils disent « Là, on va faire ça comme ça à partir de maintenant. Il faut que ce soit vraiment... » Donc, ça vacille un peu, les explications. Et même au sein des arbitres, je peux vous dire, concernant le but de Bienne, de Davos contre Bienne, et le but qui a été refusé à Lausanne mercredi quand Hudon a passé devant le gardien, tout ça, il n'y a pas d'unanimité. J'ai fait 2-3 téléphones. Les arbitres, la direction des arbitres a défendu la décision des arbitres à Davos d'accorder le but à Davos. Je n'étais pas trop d'accord, parce que pour moi, il y avait une obstruction avec la canne. Le joueur à l'attaque gênait le gardien avec sa canne. Et puis, le but qui a été refusé à Lausanne, pour moi, Hudon, oui, il passe un peu dans le demi-cercle, mais il n'y a pas de contact, etc. Mais on a dit que s'il y avait une partie de son corps, c'est un cube qui était dans le demi-cercle du gardien et qui gênait la vue du gardien à ce moment-là, ça, je le comprends. C'était très, très limite. On a défendu aussi cette décision-là. Donc, voilà. Si on revient là, sur l'affaire qui nous intéresse, l'arbitre, tu me dis qu'à tête arbitre, tu regardes aussi un petit peu les joueurs. Connaissant Kylian Mottet qui ne saute pas dans le plessis pour avoir marqué un but, c'est que plus dans sa tête, il pense qu'il n'est pas. Hein. Alors, donc, le seul qui a pensé qu'il y avait but
c'est l'arbitre qui a été revoir l'image. Puis moi, je me dis, en voyant l'image, on voit bien qu'il a loupé 2 minutes. Ouais. Il a oublié, il n'a pas pu siffler. J'espère pas que c'est ça qui donne le but. C'est but, tant mieux pour Fribourg. Je peux comprendre les Vaudois qui sont frustrés, moi le premier. Ouais. Parce que c'est tout à... Moi, j'étais sûr que c'était pas. Mais parce que là la bonne décision, c'est que Joris retient la canne de Motet. Regardez, Joris, il tient la canne. La bonne décision, c'est l'arbitre lève le bras, le puck rentre, no goal, pénalité à Joris. Ah, c'est au moins clair, mais c'est tellement flagrant sur le ralenti qui est depuis le dessus. Je me demande si c'est pas ça, parce que là... Puis si tu vois la vidéo après puis tu accordes le but, comme ils ont fait, ben là, la pénalité à Joris, elle tombe forcément. Regardez les bras de Kylian. Alors là, on voit bien qu'il retient, mais là, il marque. Ouais, c'est tout. Mais regardez, Desharnais, Stahlberg sont sur la... Personne. Il n'y a personne qui dit rien. Donc là... Le body language des joueurs, c'est... D'accord. Non, mais t'accordes pas un but, tout annule. Mais ça te donne à cause du body language ça te donne des indices sur... C'est comme quand il y a un puck sur la ligne derrière le gardien, puis le défenseur vient pour aller la chercher. Il va la chercher, puis tout à coup, il arrête de jouer, les 2 bras, il tombe. Tu peux te dire qu'il est dedans. Parce que lui, il est mieux placé que toi. Je peux revenir sur ton geste, là. Excuse-moi. Non, mais... Steph, il y a quelque chose qu'il faut quand même voir. On pourrait croire que Kylian Motet, comme d'autres, dans les buts qui ont été accordés, a déplacé son patin à l'avance, l'a mis en position pour rediriger le puck. Ça, c'est permis, ça, on le sait. Mais ce qu'on voit après, c'est qu'on voit clairement le mouvement qui part après du pied. Et par la force des choses, tu m'excuseras, mais par la force des choses, ça veut dire qu'il a redonné... le puck était en inertie, il a redonné, tu vois, de la mobilité au puck, c'est ça? Il a donné de l'énergie au puck. Il redonne de l'énergie au puck. Est arrêté. Donc, il ne fait pas qu'une déviation d'énergie. Donc purement physique, si on parle physique, il y a un nouveau vecteur, là. Ouais, mais d'accord. Parce que j'ai non plus jamais entendu la déviation d'énergie. Non, je ne sais pas. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Mais en même temps, il nous explique que... Non, mais attends, un shoot. Je défends pas là. Je suis d'avis que c'est... Pour moi, je me dis non, c'est un kick. Il a dit non sur la glace. Il l'a vu. Je me dis, il ne va pas renverser la décision. La réaction des joueurs de Fribourg... Non, on est tous d'accord. Puis là, ben voilà, ce qu'on m'a dit de sources très, très proches de la situation, c'est qu'il n'y a pas le lever. Il y a juste le toucher, lever devant. Ouais, donc, moi, je peux vous dire, joueurs, continuez de mettre les patins devant la cage. Parce qu'alors là, je peux vous dire, c'est un blanc-seing pour aller continuer comme ça. Mais ça, on pourra je vais aller aux sources pour voir si la direction des arbitres, tout le monde valide cette théorie-là. Parce que des fois, elle change. Hein. Après, il y a quelqu'un qui arrive et dit oh, finalement, c'était pas ça. Et si elle est valide, ça sera un goal référence pour la suite. On en a plusieurs, des références. On fera des comparaisons. Mais à la source, ils te disent la vérité ou ils te font marcher? En général, ils me disent ce qu'ils pensent. Non, allez, mais c'est cocasse ce but. Tant mieux pour Fribourg. Je peux comprendre que Lausanne et les Vaudois sont fâchés. Bon, on va y revenir. On va certainement y revenir, évidemment, dans les prochains jours. Vous imaginez la discussion à Noël entre les fans des deux équipes. Elles vont parler encore pendant un moment. Mais avant ça, on va revenir au match parce qu'il y a 2-0 à ce moment-là de la rencontre. Fribourg qui va croire d'assurer sa victoire. Regardez, on sort le gardien du côté de Lausanne. On récupère ce puck. Stolberg qui va marquer dans la cage vide 3-0. Mais un Fribourg-Gotteron qui va jouer à se faire peur parce qu'ils vont encore encaisser 2 buts, messieurs. 2 réussites, en effet, qui auraient presque pu un peu changer la donne. Il y a un relâchement là à 3-0. Un relâchement qui va faire un peu de mal à un certain Reto Berra qui était en train de faire un match une nouvelle fois marqué stratosphérique. Oui, c'est dommage pour Reto Berra, mais souvent quand on a ce genre de situation, une 40, une 50, puis pénalité, on en infériorité. On oublie peut-être certaines circonstances ou de bien noter. Et voilà. Et une différence de 2 buts, c'est ce qu'il y a de plus dangereux au hockey. Parce que 3, on a encore une marge. Mais dès qu'on arrive à 2 buts, le prochain, ça veut dire que le momentum, il change. Et ça devient dangereux. Genasi qui va donc marquer, assist de Berchi et de Joris. Et puis c'est Cody Almond qui va marquer finalement le dernier but de cette rencontre avec un assist signé Malguin qui soigne sa statistique alors qu'il ne reste plus que quelques petites secondes avant évidemment cette réussite. Vous allez le voir,
8 secondes, quelque chose comme ça, un peu plus. Ouais, chrono qui met toujours un petit peu de temps à s'arrêter. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire de ce match, c'est la victoire de Fribourg-Gotteron 3-2 face à Lausanne. Victoire évidemment de prestige. Et puis ce but marqué par Kylian Mottet qui va encore faire parler pendant... Ouh là là! Et ça fait c'est ça. Long moment. Sur l'ensemble d'une saison, ça s'équilibre, ça finit par s'équilibrer. Des fois, un soir, tu dis « Ah, c'est sévère contre nous, pour nous ». Moi, je pense que je crois assez à cette loi de la moyenne que finalement, ça finit par s'équilibrer. Et puis ce soir, Berra a été excellent. 54 tirs au but. Hey, il en a vu. Le match à Fribourg qu'il a perdu, je pense, 6-1, il y a le premier match de la saison, là, ça y a vu 57 ou 55. Ah, il se fait du caoutchouc, là, 54. Berra a été excellent. On l'a vu frustré à la fin du match parce qu'il pense qu'il aurait aimé ça avoir un blanchissage. Ah, bien, sur un match comme ça, ouais. Puis les 2 buts qu'il prend, c'est des rebonds. Voilà, il ne peut pas faire grand-chose, une déviation. Mais c'est du tout grand Berra. Et puis, ben, Fribourg n'a pas démérité non plus, hein, quand même. Et si vous comptez, si vous ajoutez à ça que Fribourg a bloqué 22 shoots. Ils ont été bien bombardés, mais en tout cas, manque de réussite, on va dire, hein, finalement, pour Lausanne, qui s'est heurté face à un grand portier. Quelle analyse fait-on du côté du LHC? On va écouter l'entraîneur assistant, John Foust. John Foust, Lausanne qui peut-être part un peu tard dans ce match, mené 3-0. Vous revenez finalement à 3-2. Oui, on est revenu trop tard. On doit mériter le travail de Berra. Il a joué un très gros match. On a tout mis, surtout dans le premier tiers, mais c'était juste pas assez aujourd'hui. Il aurait fallu encore plus déranger Reto Berra dans un match comme ça. Avoir un peu de chance aussi. On le sait, on a eu beaucoup de shoots. Les rebonds, on n'était pas conséquent assez sur la deuxième occasion, mais on apprend et on regarde au prochain match. Donc, il était aussi l'équipe physique. C'était le 5e match en 8 jours, par exemple. Oui, mais je crois que ça, c'est pas une excuse pour nous. On est venu avec un bon game plan. On a joué un bon match, à part de quelques chiffres. Et c'est tout. La différence entre les meilleures équipes n'est pas grande. Merci, John. Merci. Pas d'excuses, en tout cas, du côté de Lausanne au niveau de la fatigue. Et puis, réaction du côté de Fribourg-Gotteron à la suite de cette victoire. On va écouter la réaction de David Ebichère. David, enfin, vous arrivez à battre Lausanne cette saison après 3 défaites consécutives. Ouais, je pense qu'on cherchait la victoire contre une des grosses équipes de la Ligue. Et puis, non, on est très content. On a pu compter sur un très bon Reto Berra, comme toujours, j'ai envie de dire. Et puis, ouais, aujourd'hui, c'est rentré quand il le fallait. Donc, on est très content. C'est vrai que quand on peut s'appuyer sur un Reto Berra de ce niveau-là, on peut jouer un peu plus sereinement quand même. Ouais, non, c'est clair. On sait que Reto, c'est un mur. Donc, on peut lui faire confiance pour ça. Et puis, il faut juste marquer des buts quand il le faut. Et puis, aujourd'hui, on l'a fait. Il nous a gardés dans le match. Et puis, ouais. Merci, David, et bonne suite. Merci à vous. Oui, on a vu le même match, hein. Participer et souligner évidemment la grande prestation d'un certain Reto Berra. Messieurs, on va mettre une petite pause dans cette soirée de National League. On va attaquer notre thème de discussion puisque lundi, on a reçu le communiqué de presse de l'Assemblée générale extraordinaire de la National League SA qui nous a communiqué des choses importantes, qui est revenu en effet sur des décisions et surtout des intentions. On va résumer tout cela avec un petit tableau très simple pour vous dire ce qui va se passer dans les futures saisons, les 2 prochaines saisons. Tout d'abord, merci Papa Noël de nous apporter tout cela. Il aura bien travaillé, hein. Ça aurait été un bon exercice pour lui, évidemment, avant la nuit de Noël de demain. Pour la saison 21-22, c'est-à-dire la saison prochaine, les décisions prises, c'est pas de relégation. C'est une décision très importante. Et ensuite, 4 étrangers et 8 licences, c'est-à-dire qu'on reste sur le même régime. Puis ensuite, pour la saison suivante, il y a des intentions. Ce n'est pas encore acté. La première intention, c'est l'augmentation du nombre d'étrangers. La deuxième, c'est la suppression des licences suisses. Puis le troisième, c'est le fair play financier. Alors tout d'abord, peut-être Antoine, logique, une nouvelle fois, de renoncer à la relégation pour une 2e année consécutive, puisqu'on sait qu'il n'y en aura pas. La situation, Covid, on va dire ça. Et oui, on déplaise à certains. Moi, je suis contre la relégation aujourd'hui. De manière générale. Toi, tu serais pour qu'il n'y en ait plus, quoi. C'est un gros business maintenant, la National League. Celui qui doit monter, il va falloir qu'il ait les finances. C'est beaucoup trop compliqué autrement. C'est quelque chose. Alors, oui, du point de vue sportif, c'est peut-être difficile à comprendre, mais si on se met dans les usines que c'est à essayer de ne pas perdre d'argent, puis bien entendu que chaque business essaie de gagner un petit peu sa croûte, je comprends ça et j'aimerais qu'avec cette façon de pas de reléguer, qu'on donne plus de chance à des jeunes.
On le voit cette année, c'est relégué. On a un hockey plus offensif, plus attrayant. Ah, en tout cas, moi, je suis content. Stéphane aussi, on a assez discuté. J'aimerais que ces choses amènent ce beau jeu puis des jeunes. Et je pense que ça peut marcher. Moi, je suis assez d'accord sur ça. Bah, d'accord, Marc, mais alors, amener plus de beaux jeux, ok, moins de la pression pour la relégation. Mais d'un côté, on veut augmenter le nombre d'étrangers. Alors, on hésite. On en parle déjà maintenant, mais on ne le fait pas pour la saison prochaine. Peut-être que finance Covid oblige ou je ne sais pas quoi. Non, mais c'est un peu paradoxal d'un côté, non? On dit qu'on veut faire des économies, puis on dit qu'on veut augmenter le nombre de joueurs qui, normalement, a un des salaires les plus élevés de l'équipe. Alors, c'est absolument d'accord. Hein. Moi, j'étais en 96 déjà, quand il y a eu la première volonté d'augmenter le nombre d'étrangers. Je me souviens d'un débat à la fin d'un match, quand il y avait encore le sport sur la chaîne concurrente, au bord de la patinoire à la Chaux-de-Fonds, où il parlait de monter directement à 5 ou 6 étrangers. On a fait le premier pas à 3 étrangers. Ils étaient persuadés qu'en augmentant le nombre d'étrangers, les étrangers qui viendraient seraient des étrangers bon marché, des jeunes Finlandais à 25, 30 ou 50 000 francs maximum de salaire annuel. Hein. Ne parlez pas de salaire mensuel. Mais en fin de compte, quand on a augmenté, on a remarqué que tous les clubs veulent le meilleur. Et comme dans l'offre et la demande, eh ben, ça augmente les prix. Et ceux qui veulent avoir le meilleur, ben, ça fait augmenter les prix. Et c'est une utopie de ce qu'ils font. Puis en plus, l'autre utopie, c'est qu'on, je m'excuse si je le dis comme ça, mais on bousille la jeunesse suisse. Parce que si on va chercher ces joueurs, qu'on met cet argent-là, les joueurs, ben justement comme David Ebicher, il aura moins de glace. Parce que la chance que certains clubs, maintenant, parce qu'ils doivent faire attention aux finances, comme un Genève ou un Ambry ou un Davos, où ils mettent des jeunes, ou viennent déjà plus longtemps, ou avec un Moser, mais qui c'est qui jouerait? Ils ne joueraient plus, ces jeunes. Moins de débouchés pour les jeunes, des étrangers qui ne vont pas forcément faire baisser les salaires, ou en tout cas la masse salariale, etc. Stéphane, on a le sentiment un petit peu qu'on veut augmenter le nombre d'étrangers peut-être pour virer ces fameuses licences suisses, hein, ne plus accepter ça comme joueur comme ça. Mais est-ce qu'il y aura suffisamment de place pour les jeunes? Est-ce que finalement ça va faire baisser tous les salaires? Bon, écoutez, si on augmente le nombre d'étrangers, on ne met pas de plafond salarial, parce que le fair play financier, c'est juste un terme qui fait joli, là, mais le fair play financier, c'est ça veut dire quoi? C'est pas fair pour les joueurs. Donc, on va oublier ça, c'est pas du fair play, ça dépend de quel côté tu te places. Le fair play financier, c'est de mettre un plafond salarial, comme en NHL. Si tu augmentes le nombre d'étrangers et puis tu n'as pas de plafond salarial, ça va partir de plus belle. OK? Ça, c'est sûr. Mais si tu augmentes le nombre d'étrangers et tu mets un plafond, là, les étrangers qu'on sera obligé d'aller chercher, ça sera forcément des étrangers qui seront moins chers, parce que tu vas pas arriver à un maximum. Moi, je suis contre d'augmenter à 10. Je trouve que c'est beaucoup trop, à la base. Mais il y a beaucoup d'enjeux. Est-ce que là, parce que c'est une question qui m'arrive souvent, expliquez que c'est les licences suisses. C'est les étrangers. Les licences suisses, c'est les joueurs qui sont ici, qui ont joué qui habitent ici depuis des années, qui sont peut-être des parents permissés, qui ont le permissé, qui ont fait toute leur formation ici, ou pas, ou ils ont fait leurs 5 ans, qui ont une licence suisse, mais ils n'ont pas le passeport suisse. Donc, ceux-là, on veut les considérer comme étrangers. Voilà. Donc, honnêtement, là, moi, il y en a 30 à peu près. Sur ce que tu dis, alors moi, je me suis prononcé sur la relation, tout à fait d'accord. Sur les intentions, dans 2 ans, là, c'est sûr que moi... ils sont là, les gaillards, ils sont là depuis 14 ans, je veux dire, ils sont aussi... Ton fils, il devrait venir en Suisse, il a fait tout c'est OK en Suisse. Je veux dire, on doit quand même... Lui, le mien, mon fils, il a le passeport. Ça ne concerne pas les joueurs qui ont 2 passeports. Moi, ce qui m'étonne, mais tu ne penses pas, Steph, qu'on devrait mettre, alors à ce moment-là, pour justement la jeunesse, de dire, on force les clubs à je ne sais pas quoi, avoir 5 joueurs. Je ne défends pas les 10 étrangers. Je vous explique que si on augmente pour un plafond, ça ne va pas forcément faire exploser les masses salariales. Quoique des clubs ont dit qu'elle a dépassé... Tu peux mettre un plafond sans augmenter le nombre d'étrangers. Exactement, je sais, mais je vous dis juste, je ne défends pas, je suis contre ça, mais concernant les jeunes, je suis assez d'accord, sauf qu'il faut voir aussi l'idée que si on s'arrache des bons joueurs, puis on paye des bons joueurs pour gagner des championnats très, très chers, à un moment donné, on devrait économiser quelque part. On souhaite économiser sur les joueurs de 3e, 4e bloc qui gagnent 300 ou 400 000,
Et si on économise sur ces joueurs-là, ça veut dire qu'on sera peut-être obligé d'engager des jeunes. Ça va les inciter à mettre plus de jeunes qui gagnent 100 000 francs par année ou 80 000 ou 120 000. Je dis peut-être, comme en NHL. En NHL, on a mis un plafond salarial. Il y a des salaires qui ont explosé. Mais il y a des entry-level contracts. Les jeunes, les 3 premières années que tu joues en NHL, tu ne peux pas gagner plus qu'1 million. Il y a des bonus. Donc, peut-être que tout ça va faire un mini-modèle NHL, puis on sera obligé de prendre des jeunes, contrairement à ce qu'on pense. Puis on va continuer à payer des gros salaires, puis que les étrangers qui vont venir ne seront pas si payés que ça. Je vous explique la position des dirigeants. Je la partage pas, mais c'est possible que ce soit ça. Non, mais on n'a pas tous les tenants. Hein. Ils discutent. Moi, quand je dis la feuille, là, il y a un truc qui me fait sauter aux yeux, le fair play financier. C'est un terme de foot. Hein. Vous savez que c'est dans le foot qu'on utilise ce terme. Financier, je veux dire le club qui veut... Voilà, OK. Donc, ou bien on joue à livre ouvert dans notre société anonyme qui est la National League et on a vraiment un plafond salarial, l'augmentation du nombre d'étrangers, on monte les licences. Moi, ce que je sais, c'est que je ne crois pas dans les finances au fair play. Ça, c'est une certitude. Il y a aucun... Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas de fair play. Ben non, il n'y en a pas. On se tire dans les pattes, on le sait. Il y a des trucs hors budget. Tout le monde fait sa petite sauce à lui, on le sait. Puis là, on va dire, aujourd'hui, on ne fait plus notre sauce à nous, on met tout sur la table. C'est difficile à croire. Effectivement, on le voit maintenant, il y en a qui refusent l'aide de l'État, les subventions de l'État. Ils vont plutôt vers des prêts parce qu'ils ne mettront pas leur nez dans leurs affaires. Absolument. Voilà, on le sait, on va laisser comme ça. Ils vont devenir religieux puis saints du jour au lendemain, je ne le crois pas non plus. Mais là, ce que je dis, c'est que là, il y a une tollée. Moi, c'est ce que j'aimerais dire aux gens, c'est qu'il y a une tollée de protestation. Tout le monde est à peu près contre ça. Moi aussi, il y a des trucs qui m'agacent. Je trouve que j'essaie de rester rationnel dans l'analyse, comme j'ai essayé de le faire avant. Mais la sanction suprême, c'est le client. Quand il y a une entreprise qui a un nouveau modèle d'affaires, ce qui va déterminer si le modèle d'affaires va fonctionner, ce n'est pas les dirigeants qui vont l'imposer, c'est les clients qui vont l'accepter ou non. Parce que si les gens ne sont pas d'accord avec ça, bien, la meilleure façon de dire on n'est pas d'accord avec votre modèle, on ne vous supporte pas, on pose nos billets de saison. Au lieu d'aller au hockey tous les matchs avec notre billet de saison, on ira 3 fois par année. Voilà la sanction. On va moins vous suivre, on vous suit plus. On est les clients, mais on ne vous suit plus. Si les clients ne les suivent plus, là, les dirigeants pourront dire ah ben non, c'est loupé. Mais si les gens, et c'est là où le bas blesse, je pense, c'est que les gens sont contre sur le principe. Puis si ça se fait quand même, parce que les dirigeants, leur idée, c'est de le faire. Ils ont dit, c'est notre business, on fait ce qu'on veut. Mais si les clients n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout de leur opinion, qu'ils vont quand même au hockey, puis les patinoires sont pleines, ben ils vont le faire. Non, mais moi, ils doivent... Rapidement, messieurs, parce qu'on va bientôt conclure, parce qu'on va pouvoir en parler toute la soirée. Oui, ils doivent changer. On a une évolution dans le hockey, là, enfin, dans le sport, surtout en Suisse, dans le hockey. Ils doivent changer, trouver des solutions. J'en suis conscient. Moi, je suis content déjà qu'ils prennent le devant et qu'ils y vont. Après, moi, j'aimerais... L'Amérique du Nord, ce qui se fait, je suis pas d'accord avec tout, mais l'exemple, il est là, et puis il y a des choses qui marchent. Prenons intelligent, prenons ce qui marche pas, mais qu'ils aillent de l'avant. Moi, je suis très content. Il y a des choses que j'y crois pas, mais allez, on en dehors. C'est les partisans qui vont décider s'ils acceptent le modèle d'affaires ou non. S'ils cessent d'aller à la patinoire, puis les patinoires se vident, bien, c'est qu'ils auront été trop loin, puis on va dire, nous, on n'aime pas votre produit, on n'y va plus, on cautionne plus, on n'achète plus votre produit. Si les gens râlent, mais vont quand même à la patinoire, les dirigeants vont dire, voilà. Stéphane, c'est nous qu'on a eu raison. Franchement, hein, il y a 2 ans en arrière, tu demandes aux partisans, enfin aux fans, comme tu dis, de renoncer à la somme d'argent qu'ils ont dépensé pour l'abonnement. Puis 2 ans après, tu as dépensé la somme d'argent, puis symboliquement, tu brûles ton abonnement pour dire que tu ne vas pas y aller. Je pense que les gens peuvent râler tant qu'ils veulent. Les clubs ne croient pas que les gens vont déserter les patinoires pour autant. Donc, ça va les encourager à faire ce qu'ils pensent, eux, bon pour leur business. Rappelez-vous que ce sont des intentions que ça peut encore changer, qui peuvent encore faire marche arrière. L'avenir nous le dira. Mais si on va clore cette discussion, parce que je sens qu'on va la rouvrir un certain nombre de fois du reste pendant cette saison, on va revenir à cette soirée National League. Il y avait le match studio, bien sûr, que nous avons suivi. Vous étiez peut-être avec nous depuis le début de la soirée entre Genève Servette et Bienne. Genève Servette qui sortait de quarantaine et Bienne qui devait confirmer un succès un peu poussif du côté de Davos après prolongation. Et là aussi, ça a fait comme de nombreuses fois ce soir sur les patinoires. Eh bien, la crêpe. 2-0 pour Genève Servette, assez rapidement dans le match. 5e et 11e, Tom Ernest par 2 fois. Et franchement, Marc, on se dit, ça va être un boulevard pour Genève. Il n'y a qu'une équipe sur la glace. En plus, Bienne enchaîne les pénalités un peu stupides ou sévères, etc.
On sent la soirée cauchemar là, à ce moment-là, franchement. Oui, bah, dans les 11 premières minutes, c'est ce qu'on a ressenti. Ça a été très compliqué, des pénalités justement sévères ou stupides. Et voilà, des erreurs aussi devant le but, des erreurs défensives. Et après, voilà. Et après, un changement de gardien. Et après, le fameux changement de gardien. Voilà. On sort Aurélien Pope pour moi, Van Potterberg. Puis on a tous dit sur le plateau ici, mais qu'est-ce qu'il fait à changer son gardien à 2-0? C'est pas de sa faute. Il a changé son gardien et le gars, il a eu raison. C'est le point tournant du match. C'est facile un des points tournants du match. Un des points tournants du match. Il a voulu secouer son équipe. Ça n'a pas été mieux vraiment dans le jeu, mais il a fait 2-3 bons arrêts quand même. À la preuve, Van Potterberg, là, il fait l'arrêt. Antoine, Genève n'arrive pas à 5 contre 3 à finalement faire le break dans ce match. Et c'est Bienne qui va réduire le score. Fin de première période, Genève à 3 minutes 45 à 54. À 15 secondes à 53. Ne marque pas. Bienne, ils ont une pénalité en fin de période. Penguin. Le meilleur powerplay de la Ligue qui fait mouche. Et celui-là, on a dit là aussi sur le plateau, on dit ben voilà, là tout va changer. Et là, on a honnêtement, Genève avait fait tout son hockey pendant les 15 premières minutes, et puis après, il n'y a eu plus que Bienne. Bienne a vraiment rien volé. C'est ça, 2-1, donc après 20 minutes de jeu, tout est encore possible évidemment dans cette rencontre. Mais Bienne va bénéficier d'une supériorité numérique dès l'entame justement de cette deuxième période. Et c'est la fin de cette supériorité numérique. La pénalité est sifflée, Marc, sur le gong, on se rappelle, sur la sirène. Voilà. Et à la suite, Kunti qui va marquer l'égalisation, le 2 partout. Oui, c'est une pénalité pas très intelligente d'ailleurs. Et là, d'entrée, Bienne qui cherche toujours la même chose. Hein. On voit, il y a quelqu'un devant le but pour dévier. Et là, le shoot a été direct dans le but. Mais powerplay, merci. Oui. Elinbaum qui va marquer le troisième avec peut-être la complicité involontaire, on va dire, de Gauthier Desclous. Oui. Mais 3-2. Alors oui, Bienne est revenu dans le match. Bienne a peut-être gommé les erreurs. Stéphane, Bienne est allé crescendo, puis Genève décrescendo, c'est un peu ça? Je pense que... On s'est dit après 10 minutes, c'est un petit match facile ce soir à la maison, 2-0, tout va bien. Bienne n'est pas là. Voilà. Puis tout à coup, on aurait pu, si on avait mis le 3-0, ça aurait été très différent. On n'a pas profité de ça. On a joué un peu facile, puis tout à coup, Bienne est revenu. Desclous ne prend pas un bon but, mais ça va y arriver de temps en temps parce qu'il fait une excellente saison, une même extraordinaire saison. C'est dommage, ça n'arrive pas au bon moment parce que c'est le but gagnant. Mais Bienne a mérité son truc. Il a crescendo, il s'est créé des occasions, il est opportuniste en powerplay. On les a vus bien jouer. On a vu Moser, plusieurs fois, on a relevé des bons jeux de Moser ici, etc. Donc, Bienne a un peu le vent dans les voiles ces temps. Les choses tournent un peu mieux pour eux. Et puis, voilà, c'est des petits détails qui changent le match. Mais Genève, encore une fois, je les ai trouvés un peu suffisants. Pas arrogant, mais un peu suffisant. C'est facile. On a commencé à faire du hockey de dentelle un peu, puis des jeux qu'on ne devrait pas essayer. Presque pas assez jouer en équipe, on va individuel. On veut faire vraiment ils ont fait des schémas de jeu qui étaient super, mais Bienne ont pris le dessus, puis c'était au moins classé. Quoi. Et ont géré surtout la troisième période en marquant le but de la sécurité par Ugly, le 4-2. En plus, c'est pas un 4-2 dans la cage vide, quoi. C'est un 4-2 en fin de période, d'une période maîtrisée, Marc, finalement. La période, c'est clair, troisième période, il y avait Bienne. Ouais. Et Genève subissait. Et là, il y a vraiment ce beau jeu, cette belle vision de la part de Hofer avec une superbe passe transversale. Déjà avant, au départ de l'action, Genève n'a pas bougé, ils n'ont rien fait. Ils sont restés statiques devant Hofer. Hofer, il a fait 2 fois aller la tête, puis il est parti. Il a fait le tour, et puis pour faire une transversale. Donc, je ne suis pas trop stat, hein. Steph, il a sûrement sous les yeux, mais... Genève a shooté 20 fois, je crois. 26. 26 finalement, mais... dont 11 fois en première période, puis après fini. Hein, puis sur la fin, là, quand ils sont pressés un petit peu, voilà. C'est vrai qu'ils ont été suffisants sur l'ensemble du match. Après les 2-0, le match a tourné. Comme on dit, du crédit à Bienne. Oui. Allez, messieurs, on va écouter les réactions à l'issue de ce match. On va écouter la déception de celui qui disputait sa dernière rencontre avec les Aigles. On va écouter Damien Ria. Damien Ria, les équipes qui reviennent de quarantaine ont d'habitude eu plus de chances et ont réussi à s'imposer lors de leur premier match de retour à la compétition. Ce n'est pas le cas cette fois pour Genève. Qu'est-ce qui a manqué pour passer l'épaule alors que vous aviez 2 buts d'avance?
Exactement, tu viens de le dire, 2 buts d'avant. Je pense qu'on est parti fort dans le match et puis ensuite on s'est un peu mis le match à dos tout seul, je dirais, en faisant des erreurs. On leur a donné des power play et puis c'est ça qui a fait la différence ce soir. En général, le box-play genevois, il tient plutôt bien la route. Là, ça a été difficile 2 fois de suite. Comment ça s'explique? Ouais, voilà, on ne peut pas être bon sur tous les box-play de la saison, mais je dirais qu'il y a des soirées comme ça où ça marche un peu moins bien. Très bien, un bon power play, donc ils ont réussi à nous avoir sur ça. Sur un plan un peu plus personnel, l'aventure NHL se rapproche, on ne sait pas encore exactement quand. Comment vous la voyez? Comment vous vous réjouissez de cette nouvelle page dans votre carrière? Ouais, je dirais c'est le but de tout hockeyeur, d'aller là-bas. Et puis, moi, quand ça sera le temps voulu de partir, je partirai avec plaisir. Et puis, ça sera une bonne expérience, je pense, dans l'ensemble. Je me réjouis. Vous avez 2 ans de contrat avec Washington en two-way. Comment ça peut influer le fait maintenant que la HL n'a pas encore de date de recommencement, si on veut bien? Par rapport à la suite à donner à ta carrière? Ouais, pour l'instant, je ne sais pas trop. C'est en pleine discussion, en fait. Je peux pas trop commenter à ce sujet encore trop, mais vous le saurez en temps voulu. Merci Damien. Merci. L'exercice d'équilibriste de répondre à une interview quand vous ne savez pas si vous avez le droit de répondre exactement à la question ou pas. Parfois, c'est compliqué. Allez, on va écouter une réaction biennoise à l'issue de cette victoire. On va écouter Tony Rayala. Tony, your team showed guts in Davos already, and now 2 down, and you win that game 4-2. So that's quite a performance. Yeah, we really showed character today. Today also, first period wasn't that great from us. They were skating much more, and we were just waiting something. And then we woke up at the first intermission and started playing more simple hockey. Put the pucks deep, put the pucks out on our zone, and we just started playing more simple and skate. Put the pucks deep and skate. And pick up the puck from there, and I think that was the key today. Started playing more simple and skated a lot. There's quite a bit of difference between the system you played with Tormanen and the system you played with Leuenberger. Much more aggressive when the puck is in the defensive zone of the opponent. Yeah, probably a little bit. Yeah, we are a little bit more aggressive, but and that works pretty well for our team. We have forwards are really good skaters, everybody, and we have a lot of speed there, so we have to use that, of course. So that's been working pretty well. Now, couple good games, couple big wins for us, and now we can spend the Christmas couple days and then start playing again, and then it's gonna be more games, like 3 games in a week. So that's a good thing to get the rhythm to the games, and that's gonna help us for sure. Kiitos, Tony. Kiitos. Hey, il fait des progrès en plus. Hein. Alors, réaction à Rayala qui revenait sur les clés de la victoire. Il dit qu'ils ont manqué une question de caractère. En première période, ils ont manqué un peu de caractère. On n'avait vraiment pas été bons. Par contre, à la première pause, on s'est vraiment réveillé. On a joué plus simple. On a mis des pucks dehors. On a mis des pucks en profondeur. On a patiné beaucoup plus avec la rondelle parce qu'il parle que son équipe a beaucoup de speed. La deuxième question, c'est vous avez un style beaucoup plus agressif avec Lars Leuenberger, etc. Il dit oui, j'avoue, on est plus agressif. Mais il dit c'est bien parce que lui trouve ça bien parce qu'il dit qu'on a beaucoup de vitesse dans cette équipe-là. On est des bons patineurs, on l'utilise un peu plus. Et il est revenu sur là, il dit ça nous fait 2 grosses victoires de suite qui redonnent confiance à l'équipe. Donc on va passer un bon Noël. Puis il dit qu'après Noël, ils ont des semaines à 3 matchs, que ça va être bon pour leur rythme. Voilà, ils sont lancés. Bref, nous aussi, on est lancés pour parler de la dernière rencontre entre Zug et Langnau. Là aussi, il y a un retournement de situation puisque Langnau menait 1-0 après 20 minutes de jeu. À la 15e, c'est De Stoyanov qui va aller d'un petit solo là, dans la défense et décocher un bien joli tir finalement. Marc, joli tir ou bien le gardien? Ouais. Ou bien Giannoni qui peut l'arrêter? Joli tir, mais bon, Giannoni n'est pas masqué. Il le voit venir et j'estime qu'il l'attrape à côté. Regardez bien, là, il fait le tir. C'est lui qui se met. Il a été un peu mou de la mitaine, comme on dit. On pourrait dire ça. Le 2-0. Afflelou devait passer. Afflelou, oui.
avec un joueur qu'on connaît peu, Petrini. Tu connais la famille, toi. Enfin, quand je connais un Petrini, j'espère que c'est son papa aussi. Enfin, bien sûr que c'est tessinois, ça, c'est de la vallée de la Valaccia. Enfin, là, près d'Ambry, ce serait bien que ce soit le fils ou le neveu de Petrini Nicolas, avec qui j'ai joué en junior et en première à Fribourg. En tout cas, 2-0 après ce but à 5 contre 4 à réduction du score en troisième période. Eh bien, un Zouk qui va se réveiller, qui va finalement répondre à son standing, puisque Diaz, peut-être futur fribourgeois, va réduire le score. Simeon Kovar à l'assist. Kovar, dis donc, Steph, là, il tourne à plus d'un point par match, quasiment. Kovar était un peu coussi-coussa l'année dernière, a eu à peine au démarrage. Cette année, c'est l'homme clé à l'attaque de cette équipe. C'est l'homme le plus important à Zouk, très clairement, en ce moment. Zender, qui va marquer à 5 contre 4 aussi. Marchini, Hoffman. On a versé héros, là. Hein, Marc? Oui, ben voilà, il y a des années peut-être moins faciles ou moins efficaces, qui roulent moins facilement. Tant que les autres sont là et puis que ça marche, ben, tant mieux. Mais c'était compliqué, ce match. Marchini qui n'avait pas de points dans les 10 ou 11 premiers matchs. Et là, il marque régulièrement des points depuis plusieurs matchs. Il s'est mis en route un peu. Sandteller, regardez l'accélération de Sandteller. Et là, le pauvre Tettler. Antoine, on a vu les rouleaux quand même ce soir aussi au niveau des gardiens. Ouais, celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Moi, je vous laisse apprécier. Non, quand on a bon. Durver, on dit que c'est difficile pour un gardien. Celui-là, ben voilà, il est sur son dos. C'est dommage. Langnau avait fait un bon 2 premiers tiers, et puis après, ils se sont fait remonter, comme on dit, les grosses Mannschaft. La fin, elle passe. Et Simeon qui va marquer le 4-2, le but de la victoire. Victoire donc de Zoug ce soir face à Langnau. Un peu poussif, mais victoire quand même, évidemment, pour cette équipe zougoise sur ce score de 4-2. Messieurs, on a vu tous les reflets de toutes les rencontres. Il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile de la soirée, on va partir avec Temernes. Henrik Temernes, le seul à réussir un doublé. Stéphane, le seul à quoi? Sortir du lot un petit peu du côté de Genève ce soir aussi? Ouais, Temernes qui a fait un petit peu moins de points, qui est un petit peu moins en vue cette année du côté de Genève, même s'il est toujours autant efficace et joue toujours autant de minutes. Ça reste un bon défenseur qui, n'importe quel soir, il peut arriver avec une bonne performance. 2 bons shoots, 2 très bons shoots. Allez, on parle de défenseur justement, 2e étoile de la soirée, Yanis Jérôme Moser. Il semble avoir passé un palier. Je ne sais pas si c'est le cas de top scorer, Marc, qui lui va bien, mais il était très bon ce soir. Je pense que c'est aussi les responsabilités qu'on lui donne, qu'il prend, et c'est super comme il travaille. Il est bon défensivement, maintenant il amène aussi quelque chose offensivement, il marque moins, mais disons, il est toujours dangereux, il amène ce surnombre, et défensivement, il est très, très solide. Reto Berra, première étoile. Oui, il a pas signé de blanchissage, Antoine, mais il a été stratosphérique. 52 arrêts ce soir. Un peu comme toute la saison, et surtout ce soir, 52 arrêts sur 54 shoots. Puis ce qui me plaît encore plus dans son attitude, il gagne le match, il a fait des arrêts, il est fâché de prendre un but. Donc c'est vraiment un monsieur, c'était vraiment le gros gardien cette année-là, du champion de National League, là. Je pense qu'il est en tête de l'efficacité. Il en a bouffé du caoutchouc, en effet. Allez, il est temps de récapituler les résultats de la soirée. Il y avait 5 matchs au programme. Cette rencontre entre Berne et Zurich a été reportée. On l'a vu, le succès de Bienne à Genève et le succès de Fribourg-Gotteron face à Lausanne. Le classement, c'est ce qui nous intéresse bien sûr le plus, avec Zug leader, 40 points désormais, 2 de plus que les ZSC Lions. Fribourg est 3e, Lausanne 4e, tir groupé des Romands avec Genève Servette 5e. Et Bienne 7e. La Swiss League aussi, on jouait, les résultats les voici. Oula, il a fallu plus de 60 minutes à chaque fois. Holton s'est imposé après prolongation face à Sierre. Liège a perdu du côté de Winterthur. Et le succès de Langenthal face à Zug Academy. Le classement, c'est Cloton, toujours leader. Ajoie est 3e. Et vous voyez, le nombre de points est complètement différent suivant les formations. On arrive à la fin de cette soirée. Merci messieurs, merci Antoine, merci Marc, merci Stéphane. Merci à toute l'équipe technique également. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique Noël et à vous donner rendez-vous le 25 décembre pour le début des championnats du monde des M20 et cette rencontre entre la Slovaquie et la Suisse. Ce rendez-vous est pris. 19h40, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.